Alors, vous nous suivez sur le fil Twitter, toujours, hashtag Startup Festival, mais ici aussi, en présentiel, madame. On est obligé de dire ça maintenant. En présentiel, voilà. Vous êtes ici avec nous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous avons aussi notre. Est-ce que notre premier intervenant est toujours, Oui, est toujours alors avec nous? Est-ce qu'on peut rétablir la liaison radio, Marc, image? Steve, est-ce que Monsieur Marc Steller est là ou pas? Il va nous rejoindre, je Monsieur pense. Steller, hein? Oui, Steller. Steller, avec l'accent. Hein. Alors, je vais Ouais, en profiter tout de suite. Steller. Est-ce qu'il y a des Marc questions Steller. dans la salle? Oui, tout en haut? Voilà, tu Où vois, ça? il est arrivé, ça y Ah, est. il est là, ça y est. Très bien. Alors, n'hésitez pas, profitez-en. Ils ont quand même bravé les frimas, le froid. Alors, qui et veut le se Covid. lancer à Allez-y, poser une jeune question? homme. C'est sur- super clair. Oui, alors c'était tellement clair et pédagogique Ouais. qu'effectivement, on a tout compris. Donc, Ouais. Alors, je vais oui, commencer. bah, Alors, commence, je vais poser une lance, question. voilà. Hein. Lance la machine. Comme j'étais un tout petit peu, comme j'étais ingénieur télécom, il y a un truc qui m'a un peu frappé. C'est sur l'histoire de fibre optique. Ouais. Il me semblait que c'était plus compliqué d'envoyer de la Terre vers le satellite. Ça prend des puces de puissance quand même. Que l'inverse. Et là, j'ai cru comprendre que vous vouliez descendre avec la lumière et remonter avec les ondes. Alors en fait, quand on fait une communication, on est toujours obligé de le faire dans les deux directions. Donc là, pour simplifier, Bien sûr. je n'ai montré que la descente. Mais bien entendu, il faut se préoccuper de la montée. Oui. Et on le fera en optique de la même façon. Ah. Et vous avez parfaitement raison qu'à cause des perturbations de turbulence, il faut comparativement envoyer bien plus d'énergie au sol. Eh oui. Parce que le faisceau va se mettre à diverger. Et donc le satellite, il ne va récupérer qu'une fraction. Alors que dans l'autre sens, l'onde va être perturbée, mais avec les techniques d'optique adaptative que Madame a présentées, on va pouvoir gérer les choses de manière plus simple, différemment, on va dire. C'est vraiment un travail asymétrique. Mais donc pour la radio, ce sera pareil. Il faut aussi aller dans les deux sens. Il faut que votre Et vous en smart. Vous en êtes où de votre innovation là? C'est quelque chose qui est déjà très avancé? Il y a déjà des tests qui ont été effectués? Alors cette idée existe depuis, on va dire, 10 ou 15 ans. Ce qui permet de la rendre possible maintenant, en fait, c'est une technologie que je n'ai pas évoquée, qu'on appelle la réception cohérente, et qui révolutionne un peu la possibilité qu'on a d'extraire un signal malgré les conditions très compliquées que j'ai évoquées, le fait qu'on a perdu énormément de puissance. Et là, on va pouvoir accéder à cette puissance, alors qu'auparavant, on ne pouvait pas. Donc, mais pour donner un ordre de grandeur, c'est difficile à dire quand le premier satellite de ce type sera disponible, mais l'ordre de grandeur, c'est 5 ans, 5 à 10 ans. Ah oui, c'est assez proche. 5 à 10 ans, ça veut dire qu'il y a certains pays qui vont bénéficier d'une technologie qui est assez innovante, notamment l'Afrique. C'est effectivement très pertinent pour les régions du monde qui ne sont pas très bien équipées et qui sont avec une densité de population assez faible. Michel, je suis ici, sur ta droite. Vas-y. Et j'ai une petite question. Où? Ici. Oui, par ici. Il est où? Il est là. Non. Ah, mais c'est la personne qui a eu toutes les réponses au quiz. Mais elle est pistonnée. Oui. Bon, un petit peu, non, pas assez malheureusement. J'avais une petite question. J'avais entendu parler d'un projet de nanosatellite qui était envoyé et guidé par un faisceau laser. Enfin, il me semble que c'était un laser. Qu'en est-il de ce projet? Est-ce que vous avez des informations par rapport à ce projet? Et justement, ça permettait ce faisceau d'emmener ces nanosatellites très 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 loin et très très rapidement et beaucoup plus rapidement que pourraient le faire nos sondes actuelles. Voilà. Allez-y. Oui. Je pense que vous faites allusion au projet qui est vraiment très futuriste qui s'appelle Breakthrough. C'est ça? Donc, l'idée, ça serait d'envoyer, alors on peut appeler ça nanosatellite, des essaims de mini-sondes spatiales qui feraient chacune 1 gramme à peu près, et les envoyer avec un laser extrêmement puissant, qui les ferait atteindre une vitesse de 1/10 de celle de la lumière, les envoyer vers un système stellaire voisin et visiter, je pense que ça doit être d'ailleurs Proxima du Centaure. Voilà, donc c'est ça l'idée sur le papier. Après, c'est un peu plus compliqué en vrai. D'abord, 1 gramme, on ne peut pas mettre grand-chose dedans, même si on peut mettre quand même pas mal de choses.
Et puis, si on fait quelques petits calculs d'énergie nécessaire, il faut quand même un laser qui consomme, je crois, 10% de la production mondiale d'énergie. Il faut savoir ce qu'on veut, hein, si on veut aller visiter un système stellaire. Donc, avec ça, sur le papier, on arrive à aller visiter, à rencontrer ce système au bout de 50 ans à peu près, hein. C'est ça l'idée. Par contre, on ne sait pas très bien comment on pourrait renvoyer les données si jamais on arrive à visiter ce système, parce qu'on n'a pas de système pour renvoyer des données, ni même pour pointer et envoyer, comme vous l'avez dit, hein. Il faut quand même un faisceau assez directif pour renvoyer les observations vers la Terre. Donc, c'est un projet qui est financé par un milliardaire de l'Internet américain. Voilà, s'il y a des bonnes volontés dans la salle. En tout cas, d'un point de vue technique et études techniques et même idées, c'est assez enthousiasmant. On a vu sur les batteries des milliardaires prendre des risques énormes et finalement y arriver, hein. Donc c'est vrai, ou sur le spatial notamment. Oui, non, mais là, il y a quand même aussi un petit peu des limites physiques, hein, qui font que on est d'accord. c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup d'énergie en jeu, quoi, disons. D'ailleurs, c'est pas le même. Non, celui-là, c'est Yuri Milner. C'est un autre. Monsieur Jetel, vous nous entendez? Je Oui, voyais que très bien. vous rigoliez sur une partie de la réponse. C'était dû à quoi? J'ai toujours rêvé de faire des grands lasers à ce point-là. Ouais. De faire des conversations? Non, pas compris. Des gros lasers. Non, des lasers de grande taille. Ah bah oui. Celui-là, c'est un méga laser, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, les lasers, vous qui êtes un spécialiste? Vous trouvez que ça a beaucoup évolué? C'est une technologie qui est maintenant arrivée à son maximum? Alors, à son maximum, certainement pas. Mais par contre, c'est devenu un outil commun. On s'en sert depuis de nombreuses années, depuis 40 ans maintenant, pour traiter la myopie en médical. Il y a d'autres applications pour traiter le cancer. Donc, il y en a dans les sciences de la vie, il y en a pour le contact de cellules et la bio. Donc, dans les sciences de vivant, ils se sont accaparés cet outil. Laser, c'est un acronyme, hein. Ça recouvre un grand nombre de situations. Il y a des lasers pour souder, des lasers pour assembler, des lasers pour découper, etc. Je pense que, donner un ordre de grandeur, le chiffre d'affaires mondial des lasers, ça se compte en milliards de dollars ou d'euros par an. Et le chiffre d'affaires des systèmes qui intègrent des lasers, c'est plutôt en dizaines de milliards de dollars par an. Ça donne les ordres de grandeur. Donc, ça nourrit des grandes populations d'ingénieurs, de techniciens, pas seulement de chercheurs. C'est clair, c'était très clair, etc. Merci beaucoup. Merci, Johan. merci à nos trois intervenants. Marc Stelle, Sébastien Bigot de nous avoir encore une fois éclairés. Merci beaucoup. Merci à vous.